Bonjour et bienvenue. Merci de votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Je vous présente rapidement l'agenda de la journée et puis je vais vous présenter rapidement OO2 avant de passer la main à notre experte Mariam Soussi, notre experte AWS. Donc, on va parler aujourd'hui une petite présentation de OO2 et puis Mariam va vous présenter le cloud de manière générale, le cloud AWS, pourquoi c'est intéressant de le mettre en place et vous présenter les questions de sécurité AWS. On va ensuite faire un échange, vous pouvez poser vos questions et puis on vous présentera également les sessions inter de formation qu'on a prévues d'ici la fin de l'année sur les formations AWS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore OO2, on est un organisme de formation international avec plus de 700 formations dans notre catalogue, dont 150 formations certifiantes avec des partenaires officiels comme AWS, mais également Microsoft, PECB, le PMI ou bien d'autres. Et on intervient sur un large panel de thématiques dont la gestion de projet, par exemple, les normes ISO, la cybersécurité, le management, la vente, le marketing et bien d'autres. On a formé l'année dernière plus de 3000 stagiaires à travers nos différentes filiales, donc avec plus de 700 actions de formation. Et on a un réseau de formateurs et consultants externes et internes, dont plus de 150 avec qui on travaille de manière très régulière chaque année. On propose des sessions en inter-entreprise comme en intra-entreprise, donc des formations sur mesure et des formations à laquelle les participants s'inscrivent en présentiel ou en distanciel. Et on a également des offres de e-learning. Donc, OO2 Formation et Consulting, c'est une présence internationale en Europe et en Afrique. On propose des actions de formation dans 18 pays aujourd'hui. On a des agences en France, à Paris et Bordeaux, à Bruxelles en Belgique, puis en Afrique subsaharienne, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Burkina. Mais nous menons des actions de formation dans bien d'autres pays en Afrique. Voilà, donc je passe la main à notre experte AWS, Mariam Soussi, qui va vous présenter les offres AWS. Ok, merci. Merci Léa. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui dans cette petite session de découverte d'AWS. Donc voilà, AWS c'est on va découvrir on va essayer de découvrir un peu ce monde d'AWS. Donc, la première chose qu'on va définir, c'est quoi le cloud. J'ai vu que, bon, il y a parmi vous qui est de background technique, d'autres pas trop. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser un peu la partie chat. Est-ce que c'est accessible à vous ou pas? Bien, vous pouvez utiliser les micros pour me dire si vous pouvez utiliser la partie chat, s'il vous plaît. Oui, et je vois qu'ils répondent oui. Il y a un monsieur qui répond oui. Donc ok. Ok, oui. D'accord, c'est dans la partie question. Okay. Ah oui, effectivement, les gens réagissent dans la partie question. Ok, bon. On va dire, je vais essayer d'avancer. Donc, c'est quoi le cloud? Si la partie… Léa, si vous pouvez voir la partie chat pour que ça soit plus simple d'utiliser le chat que la partie question. Oui. Ok, donc oui. Le cloud, c'est quoi? Les clouds, ça nous permet de réfléchir à l'infrastructure d'une façon beaucoup plus simple. C'est pas penser à l'infrastructure comme au lieu de les considérer comme du matériel, on va considérer ça comme des ressources qu'on peut les utiliser. Voilà, on fait juste un appel à une ressource, on l'utilise. Lorsqu'on dit infrastructure, ça va être des serveurs, ça va être
Des composants réseau, ça va être donc tout ce qui est matériel sur lequel la partie matérielle sur laquelle on se base pour mettre en place pour faire tourner une application. Donc avec le cloud, ce qui change, c'est au lieu de penser à l'infrastructure en tant que matériel, prévoir son achat, c'est-à-dire si je passe au diapo suivant, voilà, donc la comparaison par rapport à l'on-prem. Donc, il y a deux solutions. Soit j'utilise mes serveurs, mes propres serveurs, je les mets en relation via un réseau, j'achète tout, je prévois la capacité, je recrute des ingénieurs pour s'occuper de ces serveurs-là, j'installe des applications, je réfléchis à tout ce qui est sécurité de ces serveurs, sécurité que ce soit sécurité du bâtiment où je vais mettre ces serveurs-là, sécurité de ce que je vais mettre à l'intérieur de ces serveurs. Donc, tout ça, on parle, tout ça, c'est la partie infrastructure. Donc, ça, si on opte pour une solution on-prem, une solution où je veux acheter tout ça, je vais m'occuper ou bien je vais être en total donc responsable de tout ce qui est infrastructure. Ça, c'est la solution on-prem. Ce qui change pour le cloud, c'est que je vais me concentrer sur l'essentiel. Au lieu de s'occuper de tout ça, je vais juste, en tant qu'utilisateur, en tant que client, une personne qui veut lancer son application, juste, je vais m'adresser à AWS et dire, voilà, j'ai besoin d'un serveur X, j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin d'un service pour le stockage de données, j'ai besoin par exemple, j'ai besoin de faire du backup, j'ai besoin d'un service DNS, tout ça. Donc, AWS, le cloud AWS va nous ouvrir un ensemble de services qui touchent plusieurs domaines et nous, on va juste utiliser ces services-là sans regarder la partie infrastructure, sans se soucier de tout ce qui est matériel derrière tous ces services-là. Ça, c'est principalement, c'est quoi le cloud? Donc, il suffit d'avoir une Internet et pour se connecter, pour pouvoir utiliser ces serveurs, ces services-là d'une façon très simple, d'une façon qui nous permet de se concentrer sur l'essentiel. Ici, je cite quelques avantages du cloud et il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, il y a l'avantage que je viens de citer, c'est de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire sur la partie qui permet sur la partie qui compte pour mon activité, pour mon application, au lieu de penser à des choses qui peuvent être prises en charge par AWS. Ça, c'est un grand avantage de se concentrer sur l'essentiel. L'autre avantage, c'est de payer à l'utilisation. Payer à l'utilisation, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin à acheter des serveurs. Si je vais acheter les serveurs moi-même, donc je dois prévoir la capacité, je dois attendre la livraison, je dois m'occuper de ces serveurs. Et si je vais prévoir la capacité nécessairement, soit je vais prévoir. Je ne peux pas avoir, donc l'idéal, c'est que les prévisions coïncident avec l'utilisation, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir cette coïncidence-là. Donc, il y a des situations où je vais avoir une capacité moins que mon besoin et dans ce cas, je vais avoir des clients non satisfaits et la situation où je vais avoir des capacités qui sont plus que mon besoin et dans ce cas-là, OK, le client ne va pas être impacté, mais il y a de l'argent que je viens de dépenser, mais qui n'est pas rentable pour moi, qui est sous-exploité. Donc, avec le cloud, non, avec le cloud, je vais être en mesure de se lancer, de se mettre dans le cloud avec une capacité initiale que je prévois compatible avec mon besoin et d'évoluer au fur et à mesure. Si je trouve que cette capacité elle est beaucoup plus importante, donc à ce moment-là, juste je change quelques paramètres et je réduis la capacité. Si j'ai besoin d'augmenter la capacité, je peux le faire facilement. Donc, ce n'est pas un serveur à rendre ou bien un serveur physique que je gère, c'est plus
plutôt des paramètres que je modifie. Et il y a derrière, bien sûr, des changements qui vont se faire d'une façon simple et qui va me permettre de réduire mes charges. Aussi, la capacité, le paiement à l'utilisation. Le paiement à l'utilisation, si je change voilà, donc si je change, si je veux une capacité beaucoup plus importante, je change et je vais avoir, bien sûr, je vais payer plus. Et si je réduis la capacité, je vais payer moins. Et ça évolue comme ça. Et si j'ai, par exemple, des ressources, par exemple, j'ai un environnement prod, donc l'environnement prod, je veux qu'il fonctionne 24/24 et j'ai un environnement, par exemple, un environnement de test ou un environnement dev. Et pour ces environnements-là, je n'ai pas besoin à ce qu'ils fonctionnent 24/24. Donc, j'ai besoin à ce que ces environnements soient utilisables uniquement le temps que les développeurs travaillent. Donc, on va dire de 9h à 18h et pas les week-ends. Donc, avec le cloud, c'est possible de dire, voilà, l'application, elle va se lancer de telle heure à telle heure et pas les week-ends. Et avec ça, je vais réduire énormément les coûts de mes environnements test et mes environnements dev. Et je vais optimiser les coûts et je vais avoir exactement un besoin, c'est-à-dire des capacités, des ressources qui matchent bien mes besoins d'infrastructure. Voilà, ça, c'est quelques exemples. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Arifiche, puisque vous êtes en train de découvrir AWS, peut-être vous avez un cas d'utilisation dans votre tête que vous imaginez. Est-ce que c'est possible de le mettre en AWS ou pas? Vous avez des idées sur le cloud. Vous voulez vérifier ça avec AWS ou pas? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça me permet d'orienter plus ma présentation. OK, donc parmi les avantages, j'ai dit se concentrer sur l'essentiel, cesser de deviner la capacité nécessaire. On peut passer go global in minutes, c'est-à-dire voilà, mon application, je prends pas beaucoup de temps pour la rendre accessible de n'importe où dans le monde. Le fait de ne pas commander les serveurs, de ne pas attendre la validation de l'entreprise, de services finance dans mon entreprise pour valider, pour justifier l'achat de nouveaux serveurs, ça me permet de gagner du temps et ça va me permettre d'augmenter la rapidité et l'agilité dans mon entreprise. Donc voilà quelques avantages, des avantages du cloud. Voilà, donc pourquoi AWS? Donc pourquoi AWS? On va détailler plus pourquoi AWS. Donc AWS, c'est un cloud public qui est en évolution continue. Donc ça ne s'arrête pas dans AWS. Il y a plus que 250 services qui touchent plusieurs domaines. Donc, je regarde, il y a la partie questions. OK. Je regarde comment bâtir la stratégie de continuité en mode hybride, une partie en local et l'autre sur AWS. Quelles sont les dispositions à prendre en compte? OK. Donc, il y a des questions. Je suis en train de voir. OK. Alors, on va répondre à tout ça dans la partie questions. S'il y a des petites questions qui concernent cette partie, je réponds. Sinon, il y a la partie questions et réponses où je vais répondre à toutes les questions. OK. Diminuer la stratégie de continuité, on va parler de ça. Quelles sont les dispositions à prendre en ligne qui n'est pas sous la contrainte? OK. On va répondre à tout ça après. OK, donc pour les services d'AWS, j'ai dit qu'il y a plus que 250 services et ça évolue en continu. Ça évolue en nombre de services et ça évolue en fonctionnalité de services. Même les services existants, ça évolue. Il y a des choses qui s'ajoutent, des options qui s'ajoutent et
est toujours en réponse à des besoins clients. Donc, AWS, lorsqu'elle reçoit des demandes des clients, elle étudie ces demandes-là et les ajoute si elle juge que c'est intéressant de les ajouter, que ça pourrait servir à d'autres clients. Je vais partager comment je peux accéder à ces services-là. Donc, la manière la plus simple d'y accéder, c'est via la console. Donc, je vais partager mon écran et vous présenter un peu la console d'AWS. Partager tout l'écran. Je vais partager celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez mon écran? Je pense que oui. Oui. Vous voyez mon écran? Juste un petit message pour me dire oui. Oui, Lia, tu vois Oui, tout à fait. OK. C'est bon. Donc, la console d'AWS, c'est quoi? C'est l'application web qui nous permet d'accéder, de tester, d'accéder au service d'AWS. Ça, c'est, on reprend avec ça la première page. On arrive sur cette partie pour les services. Pour les services, il y a plusieurs services qui touchent plusieurs domaines. Des services qui concernent, par exemple, l'intégration des applications, qui concernent blockchain, qui concernent voilà, les serveurs, la partie compute, qui concernent des services qui concernent les conteneurs, comme le KS, ECS, des services de base de données, des services de machine learning, et surtout cette partie, elle a beaucoup évolué ces 2 dernières années. Des services de migration, donc il y a tout, des services de stockage de données, il y a tout, et à nous, en tant qu'utilisateurs, de choisir les bons services. C'est comme, voilà, vous avez un buffet de services, un buffet, et à vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre besoin. Si, par exemple, je vais utiliser un service de stockage de données, il y a beaucoup de questions que je dois me poser pour bien choisir le service, pour mieux choisir le service. Est-ce que c'est un stockage de données objet? Quel est le type de données que je vais stocker? La durée de stockage de données, la taille des données. Donc, une fois que je réponds à toutes ces questions-là, je peux me diriger directement vers le bon service à utiliser. Donc, il y a beaucoup de choix qu'on fait dans AWS. Il y a tout. Il y a beaucoup de choix, bien sûr, vu ce nombre de services. Il y a beaucoup. Donc, ça nous permet d'avoir tout. Mais en même temps, il faut savoir choisir le bon service pour la bonne utilisation. Si, par exemple, je vais vers Compute et, par exemple, utiliser le service EC2, le service EC2, c'est un service qui permet de créer des machines virtuelles en AWS en quelques secondes. Bon, on va essayer de lancer une instance, une machine virtuelle. Donc, on appelle, bien sûr, vous savez que dans notre domaine de l'IT, chaque techno, chaque environnement a son propre vocabulaire, ses propres mots techniques. Donc, dans AWS aussi, il y a ça. Par exemple, si je dis instance EC2, c'est une machine virtuelle en AWS. Donc, par exemple, je vais lancer une instance, une machine virtuelle. Il y a des paramètres que je dois choisir, le système d'exploitation, il y a tout ici. Donc, on peut parcourir l'ensemble qu'on appelle AMI, plutôt images. Il y a des images qui sont offertes par AWS, des images que vous pouvez apporter et les utiliser. À part l'image, donc ça va être l'architecture, ça va être le type d'instance, c'est-à-dire le nombre de vCPU, la mémoire, etc. Donc, il y a tout. Il y a tout d'une petite machine virtuelle jusqu'à bon, pour répondre. Donc, AWS répond à tous les besoins. Donc, on va trouver tout jusqu'à, je ne sais pas, donc jusqu'à, voilà, ici, 64 vCPU. On arrive à des SI32, la mémoire virtuelle, la mémoire aussi,
la RAM change. Donc, il y a tous les besoins et à nous de savoir choisir. Et toujours, si on passe dans le cloud, il faut bien choisir. C'est-à-dire, s'il y a tout, il faut bien choisir. C'est-à-dire, si j'ai une petite application à lancer dans AWS, ce n'est pas la peine de lancer une grande machine virtuelle avec des grandes capacités. Il faut choisir juste une machine virtuelle qui répond à mon besoin. Et après, si mon application va évoluer dans le temps, donc à ce moment-là, je peux passer directement à un autre type de machine virtuelle. Donc, ça, c'est la partie, par exemple, partie réseau de l'instance, puisqu'on va lancer, lorsqu'on lance l'instance, je vais la lancer dans un réseau. La partie stockage de cette machine virtuelle, etc. Une fois on configure ces paramètres-là, on lance l'instance et on va la voir. On peut faire ça. On va faire ça. Donc, ça teste, par exemple, instance. Je vais laisser ça par défaut. Je ne vais pas choisir de keeper. Juste pour simplifier la création de l'instance, pour vous dire que c'est très rapide. En quelques instants, quelques secondes, notre instance, notre machine virtuelle est lancée. Donc, je ne vais pas changer la partie settings. Ça, c'est sans les configurations par défaut. Je vais garder ça. Je vais garder la partie stockage aussi, 8 GB. Bon, je ne vais pas changer ça et je vais lancer l'instance. Donc, voilà. OK, on va voir. Dashboard. Donc, nous avons une instance qui est en mode running. Voilà notre instance que nous venons de lancer. Elle est fonctionnelle, donc on peut se connecter à cette instance-là, installer tout ce qu'on veut, mettre notre code, on peut tout faire. Ça, c'est un petit exemple pour vous dire que c'est rapide. Il y a tout, mais à nous de choisir, de bien choisir les champs et les paramètres et d'utiliser et d'avancer dans notre application. Voilà, ça c'est la partie console. On appelle ça tout ce qui est l'application web d'AWS, on l'appelle console. Mais il y a une autre façon, s'il y a parmi vous des gens qui sont un peu avancés ou bien de côté DevOps, vous pouvez me dire, OK, est-ce que je vais à tout moment cliquer là et là pour créer? Il n'y a pas que cette façon d'utiliser les services AWS. On peut utiliser IAC, c'est-à-dire par exemple Terraform, CloudFormation. Donc, via du code, on peut lancer l'infrastructure automatiquement. Il n'y a pas que ça. Mais la console, c'est toujours le premier pas avec les services AWS. Pour les débutants, comme aussi pour un nouveau service, pour faire des petits tests. C'est beaucoup plus simple que de passer via du code. Voilà, donc j'arrête le partage. J'arrête le partage. OK, je regarde. Juste... Je dois faire... OK. Arrêter, c'est désactiver le partage. Voilà, je reprends. Je reprends avec ça. Donc, comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne? C'est AWS, elle possède et entretient le matériel connecté, donc tout ce qui est la partie infrastructure. Et nous, on utilise les services directement via l'application web, via du code IAC, et on lance et on choisit, on fait tout ça. Ce qu'il faut avoir pour bien tenir la gestion du cloud. OK. Vous parlez des compétences de base. Les compétences de base, non. Pour bien tenir la gestion du cloud, vous voulez dire pour bien gérer une infrastructure sur AWS? C'est ça ce que vous voulez dire? Bien tenir la gestion du cloud? OK. Donc, quelles sont les compétences? Bon, ça dépend de l'application. Ça dépend de l'application. Dans AWS, vu qu'il y a un nombre important de services, on ne peut pas maîtriser tout. Donc, on ne peut pas maîtriser tout. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maîtriser les services de base.
les services de base, il y a les services, quand on va voir quelques exemples. Par exemple, EC2, c'est un service de base d'AWS. Lorsque je parle de networking, il y a le service VPC, un service de base. Lorsque je parle de base de données, RDS est un service de base. Donc, il y a les services de base d'AWS, il faut les maîtriser. De base, c'est-à-dire, normalement, n'importe quelle application utilise ces services-là. Bon, généralement, les applications, pour qu'une application puisse tourner, elle a besoin d'une partie compute, elle a besoin d'une partie stockage de données, elle a besoin d'une partie réseau. Donc, ça, ce sont des choses, des bases qu'il faut maîtriser en AWS. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste des choses qui dépendent de l'application. Par exemple, si votre application a une partie d'intelligence artificielle et vous avez besoin d'ajouter cette touche-là, ce côté intelligence artificielle, en utilisant des services d'AWS. Donc, dans ce cas-là, il faut maîtriser, par exemple, Bedrock. Si vous avez, dans votre application, vous avez besoin de gérer des conteneurs. Donc, dans ce cas-là, vous devez maîtriser le service EKS. Elastic Kubernetes Service. Donc, ça dépend. Donc, ce qu'il faut, donc, pour répondre à votre question, il faut maîtriser les services de base de AWS et après, selon votre application, selon les besoins, vous pouvez vous former ou bien juste tester les services dont vous avez besoin en complémentaire et les ajouter à votre compétence, à vos compétences. Donc, il n'y a pas… Donc, vraiment, si vous êtes déjà dans le domaine de l'IT, vous êtes développeur, donc vous connaissez qu'il y a du code en front, du code en back, il y a la communication entre le front et le back, vous avez une idée sur la sécurité. Donc, vous avez ce background-là, vous pouvez se lancer dans AWS facilement. Si vous êtes aussi… si vous êtes administrateur système, donc ça va être, je vois que ce profil-là, ou bien vous êtes DevOps déjà, et juste vous allez ajouter la partie cloud, ça va être très simple pour vous de se familiariser avec AWS. Il suffit de connaître le vocabulaire d'AWS, de connaître les services de base, et vous allez vous retrouver facilement dans le cloud, puisque c'est beaucoup plus simple. Si vous avez déjà géré des serveurs physiques, vous avez fait du Terraform avec des services physiques, vous avez déjà utilisé par exemple Kubernetes dans un environnement on-prem et vous passez au cloud, ça va être très simple pour vous de faire ce passage-là. Il suffit de se familiariser avec le vocabulaire d'AWS, se familiariser avec les services de base et vous allez vous retrouver facilement dans le cloud. Voilà. Comment ça fonctionne? OK, nous avons vu ça. Nous avons vu la console d'AWS aussi, les principaux services. On va citer quelques services de base d'AWS. Par exemple, ici, c'est une petite application, une petite architecture où il y a un serveur AWS ou bien plusieurs machines virtuelles qui tournent. Les machines virtuelles ont besoin d'une partie stockage de données locale. C'est le service EBS qui offre ça. L'application aussi a besoin de stocker des vidéos, de stocker des documents. Alors, c'est le service S3 qui est utilisé pour ce besoin-là. Elle a besoin aussi l'application d'une base de données non SQL. Donc, DynamoDB, le service AWS DynamoDB peut être utilisé pour ce besoin-là. Et l'application, bien sûr, elle va être accessible par des clients partout dans le monde. Donc, nous avons besoin d'un service DNS qui va être Amazon Resource Route 53. Donc, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser en-prem, vous allez le trouver dans AWS. Il suffit de comprendre l'environnement et de bien choisir le service. C'est-à-dire, comme je viens de dire maintenant, j'ai besoin d'une machine virtuelle. OK, quel est le service AWS qui permet de répondre à ça? C'est EC2. J'ai besoin d'un service de stockage. Quel est le service qui permet de répondre à ce besoin? Ça va être S3. Une base de données SQL qui est serverless, c'est-à-dire extensible. Je n'ai pas besoin de spécifier la taille
la taille de le départ, ça va être DynamoDB. Donc, c'est comme ça qu'on répond à ces petites questions et qu'on choisit les services. Après, bien sûr, si je parle de sécurité, bien sûr, l'instance, elle va pas être accessible de n'importe qui. On veut que ça soit dans un réseau privé. Donc, j'ai besoin de maîtriser le service VPC pour pouvoir mettre les firewalls ou bien pour permettre de sécuriser l'accès à mon application. Et si peut-être si l'architecture n'est pas trop juste, on peut l'améliorer, c'est-à-dire c'est une petite architecture simplifiée, mais elle peut être beaucoup plus améliorée si je parle sécurité dans ce cas-là. OK, ça c'est les principaux services. On va citer quelques services. Quelques services de compute, nous avons vu EC2. Donc, EC2, voilà, on peut lancer des machines virtuelles, on peut changer la taille de l'instance, comme on peut changer la taille de stockage. C'est rapide. Plusieurs types d'instances qui répondent à tous les besoins possibles d'application. Il y a tout, donc il y a plusieurs types et à nous de bien choisir. Il y a tout, mais à nous de bien choisir. Et surtout, si nous sommes dans le cloud, il faut mettre en tête qu'il y a tout, mais il faut bien choisir. Voilà, il faut bien choisir puisqu'à la fin, il y a un billing, une facture qu'on va recevoir. Donc, si je reviens à la question, quelles sont les compétences? OK, si je maîtrise les services de base, je maîtrise les services complémentaires de mon application, il faut bien savoir comment le billing fonctionne en AWS, comment se fait la facturation, puisqu'à la fin, vous allez avoir une facture. C'est vrai que vous êtes libre de lancer ce que vous voulez. Si c'est un besoin essentiel de l'application, alors on lance une grande instance, on lance une grande base de données, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est voulu, souhaité pour l'application ou bien il faut le faire pour l'application. Mais si notre besoin est beaucoup plus réduit, beaucoup plus petit c'est-à-dire nous avons un petit besoin, il n'y a pas de quoi lancer une grande instance puisque à la fin, vous allez être facturé à la ressource que vous avez lancée. Donc, il faut que le besoin soit compatible avec des ressources déployées. OK, je regarde quelles sont les garanties en termes d'intégrité et confidentialité des données, que l'interopérabilité avec d'autres clouds. Ça, les compétences, je regarde. OK. Je ne sais pas pour la question, est-ce que nous avons des formations sur GCP? Donc, Léa, elle va répondre sur ça. Oui, tout à fait. Il y a des formations. En résumé, oui, on ne Mm-hmm. propose pas que du AWS en nos cloud, on propose du GCP et bien d'autres. Je vous mets dans le chat le lien vers nos formations cloud et puis, on fait aussi beaucoup de choses sur mesure ou à la demande. Donc là, typiquement, ça serait quelque chose à discuter après. Qu'est-ce qui est demandé exactement? Mais la réponse est oui, on propose d'autres solutions cloud. OK. L'interopérabilité avec d'autres clouds. Donc, maintenant, je vois que nous sommes dans une période où on ne parle pas d'un seul cloud, on parle du multi-cloud. Donc, il y a des applications qui tournent pas que sur AWS. Donc, est-ce qu'elle gère l'interopérabilité avec d'autres clouds AWS? Je ne sais pas exactement pour ça, mais il y a des... bon, le terme interopérabilité, c'est un peu... bon, qu'est-ce que vous voulez dire par interopérabilité? C'est-à-dire, elle peut communiquer, c'est-à-dire des ressources sur AWS peuvent communiquer avec, par exemple, GCP ou Azure. Ça, c'est possible, puisque on peut faire ça. Si on parle de migration, il y a des choses qui sont en place, des choses qui peuvent être... donc, il y a tout, il y a tout. La documentation d'AWS, elle est très riche. Il faut juste bien choisir les services qu'il faut. Voilà, donc, je ne sais pas ce qui vient de se passer. OK.
Bon, je passe à d'autres services. Ça, c'est un service, bon, je viens de l'ajouter dans cette partie-là, un service très intéressant, EC2 Autoscaling. Ça permet de faire la mise à l'échelle horizontale. Donc, c'est un parmi les services qui est lié au service EC2. Ça nous permet d'avoir de lancer, c'est-à-dire de lancer des instances selon le besoin de l'application. Ça se gère. Il y a un groupe d'instances dont le nombre varie entre un nombre minimal d'instances et un nombre maximal d'instances selon le besoin de l'application. Ça, c'est un service très intéressant lié à EC2 pour que à la fin, on trouve un nombre d'instances qui tournent selon le besoin de l'application. C'est pas toujours, par exemple, 5 instances, c'est pas toujours 2 instances, c'est pas toujours 3, c'est selon le besoin de l'application qu'on lance au fur et à mesure des machines, ou bien on supprime au fur et à mesure des machines. Et ça permet aussi de détecter des problèmes. S'il y a des problèmes au niveau d'une instance, elle va être supprimée automatiquement et une autre qui va prendre sa place. Ça, c'est très intéressant comme service. Si je parle de stockage de données, il y a plusieurs types de services qui répondent à plusieurs besoins de stockage de données. S3, c'est le fameux service de stockage de données. Il répond à tous les besoins. S3 Glacial, ça, c'est pour tout ce qui est données d'archives. Si vous voulez un système de fichiers partagés, de stockage de données partagés, ça va être le service EFS. EBS, c'est un service de stockage de données lié au service EC2. Donc, il y a tout. Juste, il faut au départ, pour vous en tant que débutant, au début, ce qui est un peu difficile, c'est le vocabulaire d'AWS. Vous allez être un peu surpris par le nombre de services qui se trouvent dans AWS, mais juste ça, c'est au départ. Mais une fois vous êtes dedans, on peut facilement apprendre et avancer. Donc, ça, c'est au début uniquement. S3, bon, ça, c'est un peu de détails sur S3, un service qu'on peut utiliser pour tous les besoins, pour stocker les données, pour faire les données de backup, on peut l'utiliser même pour faire l'hébergement de sites web statiques. Donc, c'est un service très riche. On peut même mettre en place déclencher des actions suite à un dépôt d'un objet dans S3, le changement d'un objet dans S3, la suppression d'un objet en S3. Donc, on peut même optimiser le coût. Pour ce service-là, il a plusieurs classes de stockage de données. Et donc, ces classes-là permettent de réduire les coûts, c'est-à-dire selon vos données. Selon la fréquence d'utilisation de vos données, vous pouvez choisir une classe de S3 et bien sûr, les classes n'ont pas le même prix. Ce n'est pas comme stocker une information qui est accessible fréquemment par les utilisateurs que de stocker des données d'archives dans S3. Donc, si on choisit bien la classe, après, on aura une optimisation des coûts à payer à la fin. Ça, c'est S3. Si je parle de base de données, il y a plusieurs types de bases de données managées. Donc, il y a le service RDS, c'est un service managé par AWS pour toute base de données relationnelle. Il y a pour les bases de données non relationnelles, pour les bases de données cache, pour les data warehouse, il y a tout. Il y a tout type de services pour les bases de données. Il faut bien choisir. Donc, derrière, il faut toujours bien choisir entre les services. Et même si, vous avez un besoin spécifique, vous ne voulez pas utiliser les services managés d'AWS, donc, vous pouvez lancer une machine virtuelle et installer tout ce que vous voulez sur cette instance. Donc, lorsque je dis un service managé, il y a une grande partie
il y a le SGBD déjà en place, tout ce qui est patching fait par AWS. Il y a l'option de backup incluse. Il y a l'option de chiffrement que vous voulez activer ou pas. Il y a l'option d'avoir a primary database et secondary database en cas de problème. Donc, il y a tout ça, toutes ces options sont déjà en place et à vous de les activer ou pas, de les utiliser ou pas. Vous pouvez changer la taille de votre base de données. Voilà. Ça, c'est AWS qui nous fait ça et à nous de les choisir en activant ou pas des options. Mais il y a des cas où vous voulez dire que voilà, je veux contrôler toute ma base de données. Je vais faire tout moi-même. Donc, à ce moment-là, vous pouvez le faire, juste lancer une instance, une machine virtuelle et installer tout ce que vous voulez sur cette instance. Bien sûr, c'est plus de travail pour vous et peut-être plus de contrôle pour vous. Ça dépend. Donc, il y a tout, il y a vous de choisir le niveau de votre responsabilité par rapport à la responsabilité d'AWS. OK, le networking, les services de base de networking, on parle de VPC, Virtual Private Cloud. Ça nous permet de créer un réseau virtuel où on peut mettre nos ressources. Voilà, c'est votre environnement, c'est votre espace. Personne ne peut y entrer sans votre autorisation. À l'intérieur de ce réseau-là, vous pouvez créer des sous-réseaux publics, des réseaux privés. Vous avez la possibilité d'ajouter des firewalls. Donc, c'est un service très riche et un service de base à maîtriser dans AWS. Voilà, qu'est-ce que nous avons aussi? La sécurité dans AWS, ça c'est un autre domaine très important. J'ai vu qu'il y a une question, quelles sont les garanties qu'offre AWS en termes d'intégrité et confidentialité des données? Donc, si je parle sécurité, la sécurité c'est une responsabilité partagée entre le client et AWS. Ça veut dire quoi, responsabilité partagée? Ça veut dire que AWS, elle vous garantit la sécurité du cloud. C'est-à-dire, elle vous garantit la sécurité de ses serveurs, la sécurité des bâtiments où se trouvent ces serveurs, la sécurité de son réseau, la sécurité de toute l'infrastructure qu'elle gère. Maintenant, votre responsabilité, c'est quoi? Votre responsabilité, c'est la sécurité de ce que vous allez mettre dans le cloud. C'est votre responsabilité. C'est-à-dire, si vous allez créer une base de données, vous avez cette possibilité-là, mais AWS, elle ne va pas sécuriser vos données dans cette base de données. C'est-à-dire, si vous avez créé cette base de données publique, c'est votre responsabilité à vous, ce n'est pas d'AWS. Si vous avez choisi de ne pas chiffrer les données dans cette base de données, c'est votre responsabilité. Donc, voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans AWS. Vous avez des options, que ce soit la base de données, AWS, elle vous donne la possibilité de créer une base de données publique ou bien privée. Mais à vous voilà, si vous savez que votre base de données, elle doit être sécurisée, donc il n'y a pas de quoi créer une base de données publique. C'est votre responsabilité dans ce cas-là. Les accès à votre base de données, c'est à vous de les configurer. Vos données à l'intérieur de cette base de données, c'est votre responsabilité à vous. Elle ne contrôle pas ce que vous mettez dans le cloud, mais elle vous sécurise. Ce que AWS vous garantit, c'est que le service de base de données, il est bien sécurisé, il tourne comme il faut, et la partie, tout ce qui est partie infrastructure est partie, puisque si je parle RDS, c'est un service managé par AWS, c'est-à-dire toute la partie infrastructure, la partie SGBD, la partie les patchs, tout ça, c'est sécurisé par AWS. Tout ce que vous mettez dedans, c'est votre responsabilité à vous. C'est votre responsabilité d'activer des options ou pas. Donc, c'est votre pleine responsabilité. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça, ce que ce schéma veut dire. Donc, vous êtes responsable et AWS responsable, mais vous n'êtes pas responsable de la même manière, de la même partie.
Voilà, je pense que j'arrive à la fin de la partie vraiment Cloud AWS. Ok, je regarde quelques questions, sinon sur AWS, la migration, l'application de données avec les autres clouds. Ah, ok, vous avez expliqué la question d'interopérabilité. Oui, il y a la possibilité de migration, réplication de données, ça existe. Est-ce que c'est simple ou pas? Ça dépend. Ça dépend de la taille de vos données, ça dépend de ce que vous allez migrer de AWS ou bien vers AWS, mais il y a des services de migration. Il y a toujours des moyens de faire la migration, que ce soit d'un autre cloud vers AWS, ou bien d'AWS vers un autre cloud, ou bien de l'on-prem vers AWS, ou bien d'AWS vers l'on-prem. Donc, il y a toujours ces possibilités-là. Donc, si nous sommes dans AWS, ça ne veut pas dire qu'on peut pas partir ailleurs. Ou bien si nous sommes ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on doit repartir de zéro pour partir à AWS. Non, il y a toujours des moyens de migration. Quel est le positionnement de AWS face aux exigences de la data privacy? Quels sont les moyens pour créer notre base de données dans le base? Ok. Pourquoi notre responsabilité? Ok, je réponds. Votre responsabilité, pourquoi c'est votre responsabilité? Parce que c'est vos données. Donc, AWS, donc, AWS, elle est responsable ou bien elle est propriétaire des services, mais elle n'est pas propriétaire de vos données. Sinon, elle ne gère pas vos données à vous. Donc, à vous de fermer les portes si vous voulez sécuriser votre base de données. Elle vous donne les moyens, mais elle ne fait pas la sécurité de vos données dans son service de base de données. Quels sont les moyens pour sécuriser votre base de données? Il y a pour la base de données, on doit, par exemple, si je prends une base de données, c'est à vous de la créer en privé. C'est à vous de choisir est-ce qu'elle soit dans un sous-réseau privé et ne pas la mettre dans un sous-réseau public. C'est à vous de réduire les accès. Par exemple, si il y a ce qu'on appelle security group, c'est comme les firewalls pour les bases de données. C'est à vous de choisir les ports, de choisir ces accès-là peuvent venir d'où pour la base de données. Tout ça, c'est votre responsabilité à vous. C'est pas, AWS n'intervient pas dans vos données, n'intervient pas dans le fonctionnement de vos applications. C'est pour ça qu'il faut avoir un niveau minimum de compétences pour pouvoir utiliser AWS. Donc, il faut maîtriser le service de base de données. Il faut maîtriser tout ce qui est VPC, tout ce qui est networking pour bien choisir ce qu'il faut pour notre base de données ou bien pour notre application. Mais en tout cas, Teddy, en tout cas, elle vous donne les moyens. Elle vous donne les moyens et à vous de les bien utiliser. Donc, soyez sûr qu'il y a les moyens. Quel est le positionnement d'AWS face aux exigences de la data privacy? Bon, ça c'est un peu bon. AWS, elle essaie de. Ça dépend de l'application. Ça dépend de l'application. On peut voir ça s'il y a un document. Je peux vous donner un document de ici AWS. Bon. Un sujet très important très long pour le data privacy, je peux vous donner un peu ce lien-là. Ok, je vous donne. Bon, je ne sais pas si j'utilise la partie question ou bien la partie chat. Ok, je vais passer. J'utilise la partie question. Si tu veux partager quelque chose, Mariam, c'est plutôt la partie question. Ok, donc je vais partager. Ok, je partage ce lien et ce lien pour la sécurité et la data privacy pour AWS. Il y a donc AWS, donc elle héberge des applications du monde entier pour différents secteurs et toujours le point de data privacy, donc c'est la sécurité, tout ce qui est compliance. Compliance, c'est un sujet très important pour AWS. Elle essaie de répondre à tous les besoins, de
Donc voilà, je vous ai donné des liens qui donnent beaucoup de détails sur la partie sécurité et privacy dans AWS. Voilà, quelles sont les compétences de base? Ça, j'ai répondu à cette question. OK, je vais voir. On continue, Léa, après on répond il reste 2 questions avec d'autres questions si on va recevoir une. Donc, si on veut, maintenant, si on continue avec le sujet de compétences et comment commencer dans AWS, ça va être, donc, si vous voulez continuer, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, vous avez un peu découvert AWS et vous voulez continuer à apprendre plus, ça va être, il faut, bon, un conseil, il faut faire 2 choses. C'est faire la partie pratique et avoir la partie théorique. À partir de la partie théorique et être, surtout au début, être accompagné par un formateur qui cela va vous permettre d'accélérer votre départ avec AWS. Donc, AWS, qu'est-ce qu'elle offre? Bien, voilà, il y a des certifications AWS qu'on peut avoir et des certifications qui répondent à différents niveaux. Il y a un niveau d'entrée de base fondamental, il y a le niveau associate et le niveau professionnel. Et par exemple, en tant que débutant, on peut commencer avec les certifications d'entrée. Donc, ce qu'il faut faire, pour résumer, ce qu'il faut faire, vous pouvez commencer avec des formations en AWS, des formations du niveau des formations d'entrée, c'est-à-dire des petites formations d'entrée dans AWS. Avec le niveau associate aussi, ça c'est pas mal pour les formations. Et en parallèle, vous pouvez passer des certifications. C'est bien vu dans les CV. Ça permet de prouver que vous avez un niveau de maîtrise et de compréhension de l'environnement d'AWS au lieu de le dire oralement. Voilà, lorsque le recruteur voit que vous avez, par exemple, Solution Architect Associate ou bien vous avez le niveau Cloud Practitioner d'AWS, il connaît d'où vous êtes par rapport à AWS. Et avec les certifications, n'oubliez pas de faire de la pratique. Donc, n'hésitez pas AWS, elle offre ce qu'on appelle free tier account, puisque pour pouvoir utiliser les services AWS, il faut avoir un compte AWS. Donc, vous pouvez avoir un compte AWS. Vous avez un an d'utilisation gratuite. Donc vous pouvez en profiter pour faire des tests, pour faire donner des petites applications, pour découvrir. Donc, cette année de free tier vous permet d'apprendre beaucoup sur AWS et en parallèle, avec la pratique, en parallèle, passer des certifications, car le cursus ou bien le parcours d'avoir une certification, c'est un parcours important qui vous permet d'avoir une idée sur tous les services d'AWS et de maîtriser les services de base. Voilà. Je vous donne la main, Léa, pour oui. cette partie. Okay. Merci Marielle. Alors, avant de vous présenter nos sessions inter, vous avez normalement reçu des petites notifications avec un certain nombre de liens que je vous ai mis à disposition. Donc, à la fois par rapport aux réponses de Marielle sur la data privacy et la sécurité du cloud AWS. Donc, c'est des liens vers le site d'AWS qui ont été partagés dans les questions que je vous ai mis dans les liens, et ainsi que des liens vers notre site, notre brochure AWS et notre offre de formation globale sur les formations AWS et le calendrier des inters. Nous programmons régulièrement des sessions de formation en inter-entreprise sur les formations AWS. Et vous voyez ici les prochaines sessions à venir. Donc, une session architecting en AWS qui est prévue à partir du 25 novembre en classe virtuelle sur 3 jours. Il y a la AWS Cloud Practitioner Essentiel le 2 décembre sur 1 jour, suivi par le développement sur AWS la même semaine sur 3 jours. Et la Generative AI Essentials en AWS qui est prévue pour le 9 décembre sur 1 jour. Donc, ces sessions sont proposées en classe virtuelle et en présentiel à Abidjan et Dakar.
Et vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire un mail avec un code de promotion qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 10% si vous vous inscrivez à ces sessions avant la fin de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur O2, sur nos sessions de formation, sur AWS, les services, la sécurité ou autres par rapport à cette intervention? Ok, je vois une question. Comment peut-on faire une bonne analyse des besoins d'une entreprise pour déterminer le modèle optimal du cloud à mettre en place? C'est-à-dire le modèle optimal du cloud. Si vous parlez d'AWS, on n'a pas beaucoup de modèles, donc ça va être le cloud AWS, le cloud public AWS à mettre en place. Donc l'analyse, donc toujours pour n'importe quel projet, il faut faire une analyse, il faut identifier vos besoins en termes de ressources, vos besoins en termes de sécurité, vos besoins en tant que aussi fixer, avoir une idée sur votre budget pour ce projet-là. Et une fois vous avez tous ces points-là, donc vous pouvez lancer, même sur AWS, il y a un calculator, donc vous pouvez, par exemple, vous pouvez voir une base de données avec telle caractéristique, une instance EC2 avec quelle caractéristique. Donc, vous pouvez mettre vos services avec les caractéristiques que vous prévoyez pour ces ressources-là, avoir une prévision de votre facture mensuelle et cette facture, elle évolue dans le temps, donc c'est pas fixe. Dans le cloud, on va pas avoir une facture fixe tous les mois, ça dépend ça dépend de notre utilisation et ça doit changer. Donc, ça doit changer. Si notre besoin évolue en augmentant, donc les ressources vont augmenter automatiquement et je vais avoir une facture beaucoup plus importante. Et si mon besoin diminue, alors automatiquement, je vais avoir moins de charges à la fin du mois. Donc, je vois qu'il faut un peu de compétences avant de se lancer dans AWS. C'est-à-dire, il faut comprendre comment ça fonctionne pour les services, comment ça fonctionne pour la facturation, être aidé par un spécialiste au début, pour comprendre comment ça se passe, pour avoir des réponses directes à vos questions. Ça c'est important. Je vois que c'est important. Si vous êtes nouveau dans AWS et vous voulez vous lancer dans AWS, je vois que c'est important d'être encadré par un expert, surtout au départ. Le temps que vous maîtrisez plus le domaine, maîtrisez plus l'environnement AWS, ça vous permet de profiter le maximum du cloud. Ok. Dans la part... Oh, je ne sais pas si nous avons... Ok, il y a une question... Pardon, Marianne. Il y a une question si les formations sont proposées avec certification. Donc, oui, nous proposons bien les sessions de formation avec certification AWS. Ok. Comment est structurée la facturation? Bon, je peux vous montrer directement ma facture à moi. Ok, je vais partager, voir avec vous directement comment partager l'écran. Voilà. Partager. Ok, vous voyez mon écran, donc il y a un service pour... Bon, je profite de cette occasion. Par exemple, puisque dans le cloud, il faut avoir, et c'est toute une culture, tout un raison, c'est-à-dire une façon de penser qui doit être changée. Par exemple, ici, l'instance, je l'ai lancée pour faire un petit test avec vous. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette instance. Il n'y a pas, donc il faut la supprimer. Donc, il faut vraiment profiter du cloud le maximum. Pour AWS, elle ne sait pas que cette instance, je viens de la lancer pour faire un petit test pour une présentation. Donc, elle n'entre pas dans le détail. Pour elle, pour AWS, j'ai besoin d'une machine virtuelle, je viens de la lancer. Et si je vais la garder comme ça, je vais avoir une facturation. Bon, si je vais la laisser
je l'oublie, à la fin du mois, j'aurai une facture avec une instance lancée qui a fonctionné, par exemple, le 5 novembre, j'aurai une facture pour cette instance qui a fonctionné 24 sur 24 pour 25 jours. Donc, vous voyez, donc, dans le cloud, il faut avoir en tête, si j'ai besoin d'une ressource, je la lance, je l'utilise. Si je n'ai plus besoin de cette ressource-là, il faut la supprimer. Et c'est l'avantage du cloud. C'est l'avantage d'utiliser juste les ressources dont nous avons besoin quand nous avons besoin. Donc, pour cette ressource, je dois la supprimer pour ne pas avoir une grande facture à la fin. Terminate. Oui, je veux la supprimer. Maintenant, voilà, elle n'est plus là. Pour le billing, il y a un service pour le billing. Voilà. Déjà, vous pouvez avoir, il y a ce qu'on appelle Cost Explorer. Il y a des services pour les billings. Il y a Cost Explorer qui permet de vous montrer votre utilisation. Voilà le billing, comment ça fonctionne. Il vous donne pour chaque service son utilisation. Attends, je regarde paiement, bills, hop. Par exemple, pour les services, le service Bedrock, ça c'est voilà. Le service Bedrock, il vous donne vos détails, il vous donne combien ça m'a coûté. Pour CloudWatch, un autre service de monitoring d'AWS, il enregistre des logs pour des fonctions lambda, pour des instances, pour des bases de données. Et il m'affiche que cela m'a coûté, bon, je ne sais pas, ça, il ne m'affiche pas puisque j'ai un crédit. Pour moi, j'ai un crédit, donc je ne paye pas à la fin du mois. Il y a des choses qui sont prises en charge par AWS vu que j'ai fait des formations AWS. Mais normalement, l'organisation, elle est comme ça. Donc, vous avez des détails à la fin du mois de l'utilisation de tous les services, des détails. Voilà, vous avez utilisé telle ressource pour cette période. Et voilà, et vous êtes facturé tel montant à la fin. Donc, vos factures sont détaillées. Vous avez un montant à la fin à payer. Donc, il va être réduit directement de votre carte. Voilà. Il vous donne la période. Voilà. Ça, c'est concernant le billing. OK. Comment devenir formateur O2? Donc, Léa, elle vient de vous répondre. Comment est structurée la facturation? C'est bon. Je vois une question au début, je ne suis pas sûre qu'on a répondu à ça. C'est comment peut-on faire une bonne analyse des besoins d'une entreprise pour déterminer le modèle optimal du cloud à Oui, mettre en place? je viens de répondre. J'ai pas, puisque je viens de dire que ce n'est pas le modèle optimal du cloud, j'ai répondu pour AWS, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, j'ai répondu à cette question. Quelles sont les dispositions à prendre en ligne en compte pour garantir la sécurité des données lorsqu'on loge les données sur un cloud qui n'est pas sous le contrôle de la structure dont le besoin? Donc, un peu data privacy aussi, ça reprend le même sujet de tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui sont déjà n'importe quel service qu'on prend dans AWS pour le stockage de données. Ce n'est pas uniquement pour le stockage de données, mais si je parle de stockage de données, il y a des options à activer. Donc, vous allez trouver tout pour contrôler l'accès à vos données. Si vous parlez de data privacy exactement, vous avez un besoin spécifique de data privacy, ça va être via les liens que je viens de partager que vous trouvez votre réponse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, n'hésitez pas. Merci, j'en reviendrai une autre. Ok, merci.
est plus sollicité sur le marché d'emploi. OK, pour les certifications. Excuse-moi, Mariam, je t'invite à lire à haute voix chaque question parce que je ne suis pas sûre que chaque participant voit toutes les questions. Ah, OK. Bon, la question, quelle certification AWS est plus sollicitée sur le marché d'emploi? OK. Selon mon expérience, donc, je viens de vous donner les certifications et en plus de la liste que je viens de partager, je reprends avec ce slide-là. Il y a 2 autres certifications qu'AWS vient d'ajouter récemment, c'est d'intelligence artificielle. Mais ce que je vous conseille, bien, selon mon expérience, moi aussi, je reçois des CV, donc je regarde. Pour moi, la certification la plus importante, c'est Solution Architect Associate. C'est cette certification-là. Solution Architect Associate, ça, à niveau associate, c'est pour une personne qui a déjà travaillé sur AWS, il comprend l'environnement, il a une idée globale sur tous les services d'AWS et je peux compter sur lui, c'est-à-dire lorsque je communique avec lui à AWS, il me comprend, je n'ai pas besoin d'expliquer chaque mot. Lorsque je donne une architecture, il est en mesure de la comprendre. Et il est en mesure de prendre en main un projet, de travailler avec la console, ou bien avec Terraform, ou bien avec CloudFormation. Donc, Solution Architect Associate, pour moi, dans un CV, ça va être un plus. C'est bien vu. Pour le Cloud Practitioner, ça, le niveau d'entrée, bon, c'est pour dire que voilà, je commence. J'ai mis mon premier pas dans AWS. C'est très light. Bon, c'est bien de l'avoir dans le CV, mais c'est pas comme Solution Architect Associate. Pour le niveau professionnel, c'est bon, c'est un autre niveau. C'est après avoir fait 3 ans dans AWS, travaillant sur des projets et tout ça, on peut passer au niveau professionnel, soit Solution Architect Professional ou bien DevOps Professional, selon où vous êtes. Pour les certifications de spécialité aussi, c'est de spécialité. Donc, si vous avez vous avez un besoin, vous travaillez plus base de données, vous travaillez plus sécurité, vous voulez ajouter ça, donc vous pouvez l'ajouter. Pour moi, si je vous conseille, ça va être Solution Architect Associate, la première certification à faire. Et puis, passer soit au niveau professionnel, soit passer à une spécialité, soit passer, si j'ajoute à ça les certifications d'intelligence artificielle, c'est pas mal de les avoir. Mais je ne conseille pas personnellement, je ne conseille pas de faire, par exemple, la certification d'intelligence artificielle alors que vous êtes encore débutant, vous pouvez la faire. Vous pouvez commencer par Solution Architect professionnel directement. Mais je vois qu'il y a un ordre à respecter. Solution Architect Associate, et après, faites ce que vous voulez. Ça, c'est d'après mon expérience et ce que je vous conseille de faire. Déjà, le Cloud Practitioner, ça fait partie de Solution Architect Associate. Sinon, vous pouvez faire Cloud Practitioner, c'est-à-dire avoir cette petite certification d'entrée et après passer à Solution Architect Associate, ça va être bien aussi. Voilà, c'est très OK pour les certifications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne sais pas si vous avez déjà des applications sur AWS pour les participants. Est-ce que vous avez déjà touché à AWS, essayé? Bon, c'est bien d'avoir un petit retour d'expérience. On pouvait échanger ces informations-là et aider les autres participants qui commencent dans AWS. J'ai lancé un petit sondage avec cette question. Avez-vous déjà utilisé les services AWS, oui ou non? Je vais lire à haute voix les réponses parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûre que tout le monde le voit. Donc, non, pas de certification AWS pour moi. Personnellement, non. Je vais faire le parcours complet. Je travaille en Afrique, dans mon pays, ou bien dans la société où je travaille, la solution cloud n'est pas encore développée. OK. Oui, c'est pas. Oui, je vois, je comprends. C'est pas encore développé, mais si vous voulez partir de l'Afrique vers d'autres destinations, donc c'est le moment de commencer avec le cloud, puisque c'est le moment de
surtout si vous avez déjà de l'expérience de la gestion d'infrastructures on-prem, ça va être très intéressant dans votre CV d'avoir ce passage vers le cloud. C'est le moment de découvrir un autre monde, d'essayer. Donc, c'est bien de faire ce passage-là. OK. Ça, c'est pour... personnellement, je vais faire le parcours complet. Donc, bon courage, Guénil. Bon courage pour ce parcours-là. Donc, voilà, juste au début, ça demande beaucoup d'efforts, surtout pour comprendre le vocabulaire d'AWS. Mais une fois dedans, vous allez évoluer rapidement dans AWS. Juste, vous n'avez pas de certification, mais si vous avez déjà travaillé sur AWS, donc c'est le moment de faire une certification. L'avantage des certifications, c'est que ça permet de prouver, donc au lieu de convaincre les recruteurs par vos compétences AWS, donc c'est bien d'avoir ça. Voilà, j'ai Solution Architect Associate par exemple, la certification. Donc il comprend, ça confirme ce que vous avez comme compétences, avec bien sûr, s'il y a à côté des projets sur lesquels vous avez travaillé, ça va être impeccable. Vous avez tout. OK. Je vous ai partagé sur l'écran notre brochure AWS qui résume bien qui est AWS, quels sont les services proposés, quels sont les atouts d'AWS et qui intègre également les certifications et nos offres de formation. Donc, vous avez le résumé de tout ça dans notre plaquette. Je vous avais partagé avant dans les liens, le lien vers cette brochure en version flipbook en ligne sur notre site. Okay. Pour Guinel, OK, vous m'avez dit que vous avez déjà travaillé sur Microsoft. Donc, pour vous, si vous maîtrisez déjà un environnement cloud, le passage vers AWS va être beaucoup plus simple puisque l'idée du cloud, vous avez déjà l'idée du cloud, vous savez les avantages, vous savez l'importance de maîtriser le côté billing du cloud. Donc, le passage vers AWS va être simplifié par rapport aux autres participants. Donc, n'hésitez pas à faire ce pas-là. Donc, vous allez devenir multi-cloud et c'est bien d'avoir ça dans un CV. Donc, voilà. Prochainement, un futur multi-cloud engineer. Okay. Il y a une autre question. Je travaille dans le domaine de la gestion des infrastructures de data center. Quel serait l'apport des solutions AWS dans l'optimisation et le management des opérations d'un data center? Donc vous n'allez avoir pas de centre de données. Donc, l'objectif d'AWS, c'est de ne plus avoir à gérer des infrastructures physiques. Donc, toute cette partie, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est AWS qui le prend en charge en entier. Donc, vous n'avez qu'à utiliser les services. Donc, toute la partie en bas de ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est pris en charge par AWS. Donc, je ne vois pas, à ma connaissance, donc AWS, ça ne va pas vous aider sur ce côté-là. La gestion des opérations d'un data center puisque toute cette partie, elle la prend en charge en entier. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on l'utilise directement. Donc, on ne voit pas tout ce qui est partie matérielle, on ne la voit pas. Mais OK, pour juste, je vois que c'est le moment de passer à un cloud. Donc, si vous savez, donc vous gérez déjà des centres de données, vous savez, donc vous maîtrisez, je prévois que vous maîtrisez tout ce qui est gestion des serveurs, tout ce qui est networking. Donc, ça va être un pas important pour vous de passer au cloud et de gérer ces serveurs-là et cette partie networking, firewall et tout ça d'une façon virtuelle. Donc, c'est bien. Donc,
voilà, c'est le moment. Je vois que si vous ne maîtrisez pas le cloud maintenant, peut-être en Afrique, il n'y a pas, c'est pas encore d'actualité, c'est pas encore vu par les entreprises. C'est le moment que vous évoluez vous-même vers autre chose qui est, qu'on le voit normal ici en France ou bien aux États-Unis. Donc, le cloud, il est partout. Il y a une autre question. Y a-t-il la possibilité de trouver un stage pratique en ligne sur AWS que je peux faire depuis mon pays? Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser, s'il vous plaît, Kento, quel est votre pays et qu'est-ce que vous entendez par stage pratique en ligne? Bon, pour Jeuse, il a dit quel serait l'apport du certificat Solution Architect dans l'optimisation. Bon, OK. Pour Jeuse, la certification d'AWS, pour vous, dans votre domaine de gestion de data center, elle ne va pas être utile. Mais si vous voulez passer à notre poste, à notre métier, changer, faire une reconversion vers le cloud, alors cette certification va être très bénéfique pour vous. Et surtout, puisque vous avez touché à cette partie matérielle, donc je vois que dans votre CV, si je vois que vous avez déjà travaillé dans des data centers et maintenant vous avez évolué vers le cloud et vous avez le Solution Architect Associate, ça va être un bon CV. Ça va être un bon CV et vous allez après devenir par exemple ingénieur DevOps. Donc, ça va être très intéressant pour vous. OK, pour le stage pratique, stage pratique, je vois que sur Internet, maintenant, vous voulez faire de la pratique. Donc, vous voulez faire de la pratique, soit, donc, il faut faire un compte AWS avec le Free Tier account. Ça, il faut le faire. Avec ça, il y a des ressources même gratuites. Il y a des ressources payantes où il y a des labs à faire. Il y a des ressources gratuites sur Internet que vous pouvez suivre avec des petits projets. Voilà, une petite application à lancer. Après, à chaque fois, ajouter quelque chose à cette application. Il y a aussi les ressources d'intelligence artificielle, les ChatGPT, etc., etc. Vous pouvez lui poser une question. Voilà, donne-moi une idée de projet à faire. Je suis débutant en AWS et je veux commencer à faire, donne-moi une idée d'un petit projet que je peux faire. Et voilà, ça peut donner des idées et commencer petit à petit. Donc, on commence petit à petit avec un bon accompagnement à côté d'une formation AWS ou bien, donc, la partie pratique, votre travail tout seul avec un formateur ou bien une formation à côté. Ensemble, ça vous aide à maîtriser le domaine. OK. Il y a une autre question. Avez-vous un use case de banque qui a son data center sur AWS? Bon, il y a des banques dans AWS. Je vous passe le lien. OK. Je viens de vous passer un lien concernant les banques en AWS. Ça vous donne une idée sur ce qu'ils font avec les banques. OK. Je regarde les questions. Je suis en Centrafrique. En fait, je dois faire les certifications AWS. Mais en attendant, est-ce que je peux avoir une possibilité de travailler en ligne sur AWS? Mais bien sûr qu'on travaille qu'en ligne, que en ligne en AWS. Donc, il faut avoir une bonne connexion Internet et avoir C'est la même personne. Pardon, juste en complément, c'est la même personne qui avait posé la question sur le stage pratique. Ah, OK. Je vous montre. OK, donc on a encore un peu de temps. OK. Vous cherchez les labs. OK, je comprends. Mais puisque nous avons encore un peu de temps, je vous montre. OK, je reprends avec ça. Pour AWS, ce qui est... Excuse-moi, Marie, juste en complément pour répondre à la question du monsieur, donc il cherche les labs. Les labs font partie des formations. Donc, il y a des labs qui sont intégrés dans les formations qu'on propose pour avoir le côté pratique. Oui, il y a la partie lab dans les formations et aussi il y a les labs partout. Donc, vous pouvez en profiter puisqu'en AWS, il faut bien travailler. Donc, comme dans notre domaine, donc il faut de la pratique. Donc, il ne suffit pas de faire 1, 2, 3 labs, 4, 5. Donc, il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment être bloqué. On se bloque et on passe 2 jours
du temps pour avoir une solution et après on avance, on se bloque. Donc, c'est ça qui nous permet d'avancer, de maîtriser le domaine. Donc, voilà. Léa, comme vous venez de dire, Léa, il y a des labs qui sont déjà intégrés dans nos formations, comme il y a des labs gratuits, des labs payants partout. OK, pour le compte, ce qu'il faut faire, bon, je vais signer out, créer un compte. Donc, la première chose, si vous voulez commencer avec AWS, donc, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il faut avoir un compte. Donc, créer un compte, vous donnez votre email, le nom que vous voulez utiliser et après, ils vont vous demander le numéro de départ. On ne t'entend plus là, Mariam. Est-ce que moi, on m'entend bien? D'accord, ok, très bien. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on va vous envoyer à l'issue de ce webinaire les informations avec le code promo de nos formations et toute autre information qu'on a partagée aujourd'hui. Et nous restons bien évidemment disponibles après pour répondre à vos questions ou échanger avec vous. Donc, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.